Le fait de montrer justement l'attachement et la responsabilité sur ce site était tout à fait opportune. Il a dit qu'on était à l'aube de la fête de Pessah, dans laquelle il est dit que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, de plein jour, sans avoir aucune peur, aucune crainte des Égyptiens aux alentours. Et là, de même, effectivement, il fallait y aller de plein jour pour montrer que les propriétaires des lieux étaient de retour. Et ce matin, nous sommes heureux de recevoir Alexandre Gutman, responsable francophone de la Yeshiva Elon Boneh. Et Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors Alexandre, on va parler de plusieurs sujets. On va commencer par un sujet qui a fait les gros titres de l'actualité cette semaine, plus exactement dès samedi soir. On apprenait, après Motzei Shabbat, dimanche matin en tout cas, on apprenait que le tombeau de Yosef Hatzadik, qui se trouve donc à Shrem, à Naplouse, qui est donc vraiment à proximité de la Yeshiva Elon Moreh, avait été profané par des Palestiniens. On va voir quelques photos de cette profanation. On peut rappeler très rapidement, Alexandre, de quelle manière cela s'est passé ? Oui, effectivement, nous avons eu cette mauvaise nouvelle à laquelle on n'avait plus été habitué depuis déjà plusieurs années, puisque la dernière profanation de cet ordre datait de 2015. Et on a appris, on a vu des images donc de dégradation grave du site, c'est-à-dire bien sûr incendié, souillé, et en particulier donc le tombeau lui-même, la matseva, la pierre tombale, le monument qui a été éclaté et également incendié et brisé en morceaux. Alors, ce qu'il faut rappeler peut-être, Alexandre, pour nos auditeurs, c'est que la situation du tombeau de Yosef, c'est vraiment très particulier, et aussi, on va dire, du point de vue juridique, du point de vue international et du point de vue des accords d'Oslo, la signification par rapport à ça. Alors, les accords d'Oslo qui datent déjà stipulent en principe un contrôle et un accès total aux Israéliens sur ce site important du patrimoine, c'est-à-dire que dans ces accords déjà, il y a eu une reconnaissance des deux parties que ce site est important pour Israël, et jusqu'à la seconde intifada, au tout début de la seconde intifada, si vous vous souvenez des premières images, je parle de Rosh Hashanah en l'an 2000, Tsahal a quitté les lieux lorsqu'il y a eu donc un combat sur le tombeau de Yosef, et depuis, il n'y a plus de présence militaire permanente ni civile, comme c'était le cas il y a jusqu'à l'an 2000, et c'est sous la protection, je préciserai pourquoi je dis c'était, sous la protection de la police palestinienne, avec depuis quelques années déjà, depuis une bonne dizaine d'années, des pèlerinages réguliers organisés par la région, sous escorte militaire bien sûr de Tsahal. Une fois par mois en général. Ce qui fait que Pardon ? Une fois par mois en général. Voilà, en général, en moyenne une fois par mois, ce qui fait que d'un mois à l'autre, bien sûr, il peut y avoir des dégradations. À chaque fois qu'on pénètre sur le site, on remarque des tentatives d'attaque, des cocktails Molotov, etc., ou des détritus qui ont été jetés. Récemment, c'est moins le cas parce que ça a vraiment été bien protégé. Mais donc, on est habitué à avoir des dégradations mineures. Et là, il s'agit vraiment d'une attaque, d'une destruction, d'une profanation. Comme je disais, depuis 2015, ce n'était pas arrivé. C'est arrivé. Vous nous disiez que c'était en principe sous protection de l'autorité palestinienne, de la police de l'autorité palestinienne. Donc, cette profanation qu'il y a eu samedi soir, ça a été en quelque sorte sous les auspices de l'autorité palestinienne ? Ou c'est... Sous les auspices, je ne sais pas. Vous savez comment en Israël, sans vouloir faire l'avocat du diable, comme en Israël, des fois, la population arrive à surmonter les forces de l'ordre. Ouais. Ça peut aussi arriver de l'autre côté, mais effectivement, on se rend compte que, je ne veux pas dire qu'on n'est pas surpris, mais vu que des dégradations étaient toujours présentes, alors on se demande si vraiment la responsabilité a été honorée. Et je disais, c'était sous surveillance de la police, puisque désormais, à partir de cette semaine, ça a été changé, pour répondre à votre question, et ce sont les forces spéciales de la sécurité nationale palestinienne. C'est un autre groupe de sécurité
dans l'autorité palestinienne, qui est maintenant responsable de ce site, car effectivement, on ne peut pas se fier suffisamment, malheureusement, sur cette police. Alors, donc, après cette profanation, alors vous allez nous expliquer comment cela a été décidé, et aussi peut-être l'interaction avec la Yeshiva Hélène Morey, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui a été prise de rénover le plus rapidement possible le tombeau. Oui, dès la nouvelle reçue de cette profanation, tout de suite, les autorités, et Tsahal en particulier, et l'armée israélienne, on savait qu'ils devraient prendre les choses en main et que dès le moment opportun, ils viendraient pour réhabiliter, on peut dire le terme, réhabiliter ce site. Et il faut savoir, je ne sais pas si tout a été dit dans la presse, mais qu'en principe, l'autorité palestinienne a compris sa grosse erreur. Il y a eu une sorte de dialogue, et l'autorité palestinienne et la ville de Naplouse, Shrem, a formulé le souhait de prendre sur elle les réparations. Et malgré cela, Tsahal et le colonel qui est à la tête des forces dans la région a mis l'accent sur la volonté de faire ça par des mains israéliennes. Donc Tsahal a vraiment insisté pour que ce soit nous qui allons sur place et réparons les dégâts causés par d'autres, mais c'est notre site et donc il fallait que nous en prenions soin comme il se doit. Et donc, dès que c'était possible, les autorités et les acteurs de la région, c'était la Yeshiva d'Hélène Morey, notre directeur était présent, et ils sont venus donc dans une opération éclair. Alors, c'est une opération éclair, mais c'est presque aussi une opération de commando, parce que vraiment il y avait beaucoup de soldats pour surveiller et pour protéger donc justement ces personnes qui sont venues pour réparer le tombeau. Le terme est très bien choisi, c'est vraiment un commando parce que d'habitude, vous le savez Olivier, les pèlerinages se font de nuit, sous grosse escorte, et là c'était, entre autres à cause du ramadan, c'était au petit matin, mais avec une ville active, et surtout donc de plein jour, et contrairement à l'habitude, sans faire excuse-moi le terme, un premier passage de nettoyage avant d'arriver avec les fidèles. Là, toutes les personnes présentes sont venues avec l'armée d'emblée sur le site avec bien sûr des risques évidents. D'ailleurs, il y a eu quelques échanges de tirs. À un moment, toutes les personnes présentes ont dû se réfugier dans le caveau, puisque des tirs ont atteint les murs de la cour extérieure qu'on voit là derrière moi. Et donc effectivement un commando, et surtout faire ça très rapidement parce qu'ils ne savaient pas combien de temps ils auraient, combien de temps l'armée pourrait contenir l'opposition présente. Et donc c'est tout, il fallait venir avec l'électricité, la maçonnerie, tout l'appareil nécessaire pour le faire le plus vite possible et tirer profit d'être là le matin, ce qui est quasiment historique, et de faire un office de la Tfila de Shacharit et de terminer avec le drapeau d'Israël et le chant de la Hatikva. Voilà, on a vu aussi sur les réseaux sociaux justement cet office, les chants des soldats et des entrepreneurs qui étaient sur place, qui ont été donc entonnés après la réparation. Et puis on a entendu aussi ce général de l'armée israélienne justement donner les ordres juste avant d'entrer dans le caveau de Yosef Hatzadik, en expliquant que c'était vraiment une mission très très importante et très spirituelle aussi. Oui, il a cité deux thèmes principaux. Le premier, d'abord, effectivement, d'aller sur un site qui finalement est représentatif de l'histoire juive, puisque, comme il l'a dit, c'est dans cet endroit, à Hélène Morey, à Shrem, c'est le même endroit dans la Torah où pour la première fois, Abraham, en terre d'Israël, a reçu la promesse de recevoir cette terre pour sa descendance. Donc le fait de montrer justement l'attachement et la responsabilité sur ce site était tout à fait opportune. Et la deuxième chose, il a dit qu'on était à l'aube de la fête de Pessah, dans laquelle il est dit que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, de plein jour, sans avoir aucune peur, aucune crainte des Égyptiens aux alentours. Et là, de même, effectivement, il fallait y aller de plein jour pour montrer que les propriétaires des lieux
étaient de retour. Alors justement, c'est une bonne transition puisqu'on a l'habitude le vendredi de faire un petit Dvar Torah, de donner un petit mot sur la Parashat Shavua. On va le faire cette fois-ci sur la Haggadah, si vous le voulez bien, hein, Alexandre Gutman. Mais avant cela, je crois que vous voulez dédier ces quelques mots de Torah à une nouvelle qu'on vient d'apprendre justement concernant la famille justement Elon Moreh, de la Yeshiva Elon Moreh. Oui, vous vous souvenez qu'à la fête de Hanouka dernier, notre ancien élève, mais qui était de longue date, Avrech, notre yeshiva, Yaniv Meroded, a eu un accident de la route la veille de Shabbat Hanouka dans la région du Binyamin. Et ses deux enfants en bas âge ont péri. Sa femme avait un enfant, elle était enceinte et le fœtus a aussi péri. Et sa femme était dans le coma donc depuis. Et malheureusement, nous avons appris il y a quelques minutes à peine, juste avant que nous commencions cet entretien, qu'elle a succombé à ses blessures. Et donc, nous dédions bien sûr ces paroles de Torah à la mémoire de Odaya Meoded. Très bien, que son mémoire soit béni. Et donc, quelques mots justement sur la Haggadah que nous allons lire ce soir. Eh bien, c'est très vaste la Haggadah. Je vais choisir un petit passage que j'affectionne particulièrement et que j'ai l'habitude de répéter à la table du Seder. Il y a, avant de commencer le récit vraiment de la sortie d'Égypte, juste après les quatre enfants, la Haggadah nous rappelle la promesse faite à Abraham, justement, nous parlons d'Abraham, Baruch Shomer Avtachato Israël. C'est un passage qui vient parler de la promesse faite à Israël et donnée à Abraham au Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux, et de citer le verset suivant. Vayomer la Abraham, Yado Ateda ki ger yeh zar acha be'eretz lo lahem. Donc Dieu dit à Abraham, sache-le bien, ta postérité séjournera sur une terre étrangère, Va'avadum ve'inu otam arba meot shana, où elle sera asservie et opprimée durant 400 ans. V'gam et hagoy hazeh asher ya'avodu, mais à son tour, la nation qu'ils serviront sera jugée par moi. Dan anochi, va'acharechen yetzu bichush gadol, et alors ils la quitteront avec de grandes richesses. Donc nous avons ici une prophétie formulée à Abraham pour lui annoncer que sa descendance sera donc esclave, mais sortira avec de grandes richesses. Et là-dessus, il y a un petit passage dans le Midrash qui nous dit quand est-ce que les Bnei Israël ont eu tellement de richesses à la sortie d'Égypte, mais comment ont-ils pu convaincre les Égyptiens de leur donner des objets de valeur? Et le Midrash raconte que lors de l'une des 10 plaies, la plaie de l'obscurité, les enfants d'Israël ont pu bénéficier d'une visibilité totale et donc se sont rendus dans les maisons des Égyptiens et ont vu ce que contenaient les maisons. Et lorsqu'après, le jour venu, le soir de la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël ont quitté donc cette terre d'esclavage, ils ont comme dit le verset, ils ont vidé presque l'Égypte de ses richesses. Et si un Égyptien d'aventure disait à l'Hébreu qui venait toquer à sa porte, je n'ai rien à la maison, et donc l'Hébreu lui disait, pendant l'obscurité, moi je suis rentré et j'ai vu que tu avais des ustensiles, parfois les miens, et donc ne mens pas, je sais très bien ce que tu as chez toi. Et donc c'est ainsi que cette plaie de l'obscurité a été au bénéfice des Bnei Israël lors de la sortie d'Égypte. Et il y a un commentaire sur Rashi, le Siftei Chachamim, qui est une compilation de commentaires, qui pose une question. La question est la suivante. Lorsque la Torah décrit la sortie d'Égypte, il est écrit au chapitre 12, verset 35, « Les enfants d'Israël s'étaient conformés à la parole de Moïse en demandant aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Et le Seigneur avait inspiré pour ce peuple de la bienveillance aux Égyptiens qui lui prêtent. » C'est-à-dire que les versets nous disent que finalement les Égyptiens étaient assez bienveillants et n'ont pas refusé de donner des ustensiles de valeur aux Bnei Israël. Donc pourquoi alors il fallait
ce stratagème de laisser les Bnei Israël venir dans l'obscurité et découvrir les trésors de l'Égypte, si les Égyptiens étaient prêts finalement à leur donner par cette bienveillance. Et le Siftei Chachamim nous dit quelque chose, je pense, de très important, que cette bienveillance, elle n'est pas innée, elle n'arrive pas de nulle part. Il dit que le fait que les Bnei Israël avaient la capacité de pouvoir déjà s'emparer de ces ustensiles de valeur, alors que les Égyptiens ne voyaient rien, mais qu'ils ne l'ont pas fait, eh bien c'est ça qui a suscité cette bienveillance. Les Égyptiens, sachant la droiture des Bnei Israël, qui auraient pu profiter d'un instant de supériorité et ne l'ont pas fait, c'est ça qui leur a fait acquérir cette bienveillance. Et donc, c'était nécessaire d'avoir ce passage dans l'obscurité pour qu'ils puissent profiter des trésors de l'Égypte. Je pense que cela nous enseigne une leçon très importante quand il s'agit de la sortie d'Égypte, mais de la sortie qu'on dit de Avdout Lechero, de la servitude à la liberté. Qu'est-ce qu'on fait de cette liberté? Est-ce que cette liberté, elle vient nous donner un pass qui nous permet de faire n'importe quoi, ou au contraire, elle est un cachet de moralité et de responsabilité? Je pense aussi à ce qui s'est passé au Kever Yosef, on en a parlé juste avant. Lorsque nous ne sommes pas là, donc les Palestiniens sont sur place, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un potentiel de supériorité, lorsqu'on est présent, lorsqu'on a le loisir d'agir à sa guise? Est-ce qu'on respecte ou est-ce qu'au contraire on tire profit de manière nuisible? Et là aussi, l'instant lorsque l'armée et la région, les autorités, et à l'Aïcha d'Elon Moré, nous avons à cœur de promouvoir ces pèlerinages, et lorsque nous arrivons là-bas, ce n'est pas pour faire une manifestation de supériorité ou de gouvernance au détriment d'autres personnes, c'est pour seulement montrer que lorsqu'un endroit nous est ouvert, eh bien on le fait pour y prier, pour s'y rassembler, pour parler de sujets qui sont au centre de l'unité d'Israël. Vous savez, comme vous l'avez vu là-bas, que toutes les composantes de la société s'y retrouvent. Et c'est peut-être ça aussi un message de Pessah, comme la matzah, ce pain de misère qui finalement devrait être oublié. Et pourtant, le soir de la délivrance, c'est ce que nous consommons pour nous rappeler que lorsqu'on acquiert nos droits et notre liberté, eh bien, ce n'est pas pour d'un coup sauter, comme à Pessah, vers le pain qui nous rassasie, le pain gonflé, mais bien au contraire, se rappeler d'où nous venons et ce que nous devons rester. Très bien, mais c'est sur ces explications de la Haggadah qu'on reprendra ce soir, Alexandre, que nous allons nous quitter. On va se souhaiter Chag Sameach, merci beaucoup, et puis bien entendu, tenez-nous au courant des prochaines visites du Kever Yosef qui a donc été rénové, donc une occasion, ce sera une occasion pour nous de retourner sur ce lieu pour un pèlerinage. Avec plaisir, Chag Pesach, Kasher Vesamer. Toda Rabba, Shabbat Shalom et Chag Pesach, Kasher Vesamer à tous nos auditeurs.